Un petit temps de réflexion philosophique. Pierre-Henri Tavoyeux, c'est à vous que revient de conclure la journée. Vous avez le dernier mot. Bien, alors il est tard. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie? Est-ce que vous avez de l'énergie pour faire votre âge? L'expression est étrange, hein, parce que faire son âge, c'est pas très sympathique. Et en fait, personne aujourd'hui n'a vraiment envie de faire son âge. C'était d'ailleurs la phrase d'un courtisan du XVIIIe siècle qui parlait d'une courtisane un peu sur le retour, et il disait elle est tellement paresseuse qu'elle ne fait même pas son âge. Personne n'a envie de faire son âge, et c'est très troublant parce que les enfants ont envie d'être ados le plus vite possible. Les jeunes et tout ont envie de rentrer dans l'âge de l'autonomie le plus rapidement possible, mais surtout pas totalement finalement d'être jeunes en fait, alors que les adultes, eux, voudraient plutôt être jeunes, sans parler des vieux également. Donc personne ne veut faire son âge, ce qui nous voue d'une certaine manière au malheur, parce que d'une certaine façon, là, si on ne le fait pas, en tout cas on l'a. Et ça nous rappelle une époque pas si lointaine que ça, où l'âge nous faisait. C'est-à-dire l'âge était un vecteur de notre identité, le vecteur principal, d'ailleurs le seul qu'on ne peut pas vraiment changer. On peut changer de sexe, on peut changer de nationalité, on peut changer de plein de choses, d'apparence le cas échéant, mais on ne peut pas se changer d'âge. Eh bien, aujourd'hui, cela est devenu un peu troublant. Et donc, ce qui est en fait troublant dans notre époque contemporaine, c'est que les âges, de façon générale, sont considérablement brouillés. Et on le voit dans les différents secteurs de la vie. Dans la vie familiale, par exemple, quand on est parent, on a envie que nos enfants soient en avance sur leur âge, alors que pour ce qui nous concerne en tant que parents, on souhaiterait plutôt être en retard. Et ça se voit au moment de l'anniversaire, d'ailleurs. Vous avez remarqué, l'anniversaire est attendu par les enfants avec une impatience débordante, signe qu'ils grandissent, puis passé un certain âge, cette impatience se mue en indifférence, voire en effroi, et donc les âges sont devenus très incertains. On le lit aussi dans la sphère professionnelle. Les catégories des ressources humaines, c'est quoi? C'est junior et senior. Junior, ça veut dire pas encore ça. Senior, ça veut dire c'est trop tard. Voilà. Et il y a même un sondage auprès des directeurs de ressources humaines il y a quelques années qui disait on est junior jusqu'à 30 ans et on est senior à partir de 35. Ça laisse 5 ans pour travailler au top, ce qui est très troublant. Nous vivons une vie beaucoup plus longue, et au sein de cette vie beaucoup plus longue, eh bien, l'âge de l'activité professionnelle devient beaucoup plus réduit. On est obsolète beaucoup plus tôt alors que nous vivons beaucoup plus longtemps. Et puis dans la sphère publique, dans la cité, là aussi, quelques troubles. Les dernières grandes mesures de la politique des âges, comme on disait, les deux dernières, c'était la majorité à 18 ans, en 74, ça fait longtemps, au moment même où à 18 ans, juste après 68, plutôt 18 ans avait cessé de marquer l'entrée dans l'âge adulte. Personne aujourd'hui dirait « je suis adulte à 18 ans ». Les sociologues de l'INSEE considèrent aujourd'hui qu'on commence un peu à être adulte et encore aux environs de 30 ans. L'âge de naissance du premier enfant marquant vraiment l'entrée, 28 ans,4, marquant l'entrée dans l'adultité d'une certaine façon. Bon. Puis la deuxième mesure, c'est la mesure en 1982, la retraite à 60 ans, les mesures symboliques qui marquaient l'existence, là aussi, formidable conquête sociale à l'aune du 19e siècle et du 20e siècle, et puis à l'aune du 21e siècle, une petite ambivalence. 60 ans, maintenant, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Alors, on sait que c'est plus 60 ans, bien sûr, mais là aussi, c'est totalement troublé. Ce qui serait vraiment une chose inédite dans l'histoire de l'humanité, toutes les sociétés humaines connues ont eu des marqueurs extrêmement précis, scandant les étapes de l'existence du berceau à la tombe. Toutes. On appelait ça les rites de passage. Et nous serions la première à ne plus en avoir une, à ne plus avoir cette cartographie. Ce qui fait que tout est possible. Alors, face à cette situation du brouillage des âges, il y a deux interprétations possibles sur le marché des idées, qui sont toutes les deux très intéressantes et toutes les deux très tentantes. La première, c'est la fin des âges,
la deuxième, c'est la lutte des âges. Deux schémas très différents, mais tous les deux en temps. Premier schéma, la fin des âges. La fin des âges de la vie, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, aujourd'hui, peu importe l'âge que l'on a, peu importe l'âge que l'on fait, il faut être soi-même, du berceau à la tombe. Si on peut être femme fatale à 7 ans, teenager à 80, président à 39, c'est possible. Tout est possible. Ou plus exactement, on voudrait avoir de tous les âges, toutes les qualités. On voudrait avoir à chaque âge l'imagination créative de l'enfant, la vitalité révolue de l'adolescent, la responsabilité de l'adulte et la sagesse du vieillard. Avec comme repoussoir la dépendance naïve du gamin, l'idéalisme béat de l'âge bête, le cynisme égoïsme des adultes et la décrépitude égoïste des vieux croulants. On voudrait avoir à chaque âge le meilleur, mais sans le pire. Voilà le premier scénario, la fin des âges de la vie. L'emblème en est les produits anti-âge. Formidable expression, produits anti-âge. Le leader sur le marché américain des produits cosmétiques, Vita Basics, avait jadis comme slogan « Stop aging, start living ». Arrêtez de vieillir, commencez de vivre. Scénario philosophiquement totalement irréaliste. On vieillit dès sa naissance. Si c'est ça, effectivement, ce scénario est délirant. Mais après tout, nous sommes tous convaincus qu'il faut en effet rester jeune. Premier scénario, qui comporte, vous le voyez, des éléments très plausibles. Fin des âges de la vie. C'est l'image de celui qui veut rester jeune ou ne pas faire son âge. De l'autre côté, un autre scénario, lui aussi très tentant, qui explique le brouillage des âges, mais voyez dans un autre sens. Brouiller, ça peut être les âges deviennent flous, ils se brouillent, ou ils se disputent, ils se brouillent. Deuxième scénario, la lutte des âges. Là aussi, c'est un scénario extrêmement plausible. Lutte des âges, ça veut dire quoi? Lutte des générations, guerre des générations, c'est-à-dire qu'il y a les enfants contre les parents. Bon, ça, on n'y croit plus trop, même si dans une période, celle de l'adolescence, on peut la vivre. Il y a, alors, autre scénario possible, la lutte des générations, c'est-à-dire il y a une génération qui a été bénie, grosso modo la génération 68, qui a d'allocation familiale dans sa jeunesse, qui bénéficie aujourd'hui d'une très bonne retraite. Ils sont gras, ils sont gros, ils sont au pouvoir et ils ont tout bouffé. Ils ont bouffé sur le dos de la génération d'avant, ils ont bouffé sur le dos de la génération des jeunes d'aujourd'hui et ils ne lâchent pas les salauds. Ils tiennent les manettes en pleine forme. Les enfants de 68, ceux qui étaient effectivement les enfants de cette guerre des générations qu'ils ont vécue, ne veulent pas lâcher le morceau. Ils sont devenus vieux cons, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et puis il y a les autres autour, les générations qui poussent. Voilà, guerre des générations, le jour où la conscience de ce conflit apparaîtra, ça va péter. Ils ont endetté le pays, ils ont pollué la planète. Tout ça va finir par éclater. On nous annonce la guerre. Autre guerre des générations, la guerre entre les actifs et les inactifs. Il y a ceux qui bossent et qui financent ceux qui ne foutent rien, les étudiants, et ceux qui ne foutent plus rien, les retraités. Il y avait un dessin de Reiser comme ça qui était formidable. Étudiants, chômeurs, retraités, une vie bien remplie. Voilà. Eh bien, l'actif, c'est celui qui finance tout ça. Le jour où la conscience viendra, ça va péter. Les actifs vont se révolter. Autre guerre des générations, les jeunes, qui ont du mal à entrer dans la carrière, sur le marché du travail. C'est de plus en plus compliqué. Il faut beaucoup plus de diplômes qu'avant pour des salaires et des emplois beaucoup plus, moins bien payés qu'avant, et avec une fragilité, une attitude considérable. Ou alors, ce sont les vieux dépendants qui sont voués à l'indifférence d'une société égoïste, consumériste, et qui croupissent chez vous dans les maisons de retraite. Non, ce n'est pas sérieux. Voyez le nombre de guerres des générations qu'il y a. En fait, chaque génération a de bonnes raisons de se plaindre. Et ce scénario, pas plus que le précédent, n'est valide. Il n'y a pas de fin des âges, il n'y a pas de lutte des âges.
Certes, ponctuellement, on peut regarder les choses et voir qu'il y a effectivement des éléments dans la société qui laissent penser ça. Mais globalement, ça n'explique pas la société. Deux scénarios contraires ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il y a des éléments où il y a des fins des âges, il y a des éléments où il y a des luttes des âges, mais notre société n'est pas comme ça. Regardons autour de nous, les enfants veulent toujours grandir, les jeunes veulent, quoi qu'on dise, toujours devenir adultes. Il y a des adultes qui font front et il y a même des vieux qui ne rechignent pas trop à vieillir, et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a la guerre des âges autour de vous? Est-ce qu'au moment des retraites, est-ce que dans les partis politiques, on voit des clivages générationnels? Non. Dans les manifestations de retraite, il y a des vieux, il y a des jeunes. Dans les partis politiques, aucun parti n'a tracté, quoi qu'on dise, la jeunesse. Chacun a tracté des jeunesses. Une certaine jeunesse chez Marine Le Pen, qui était le parti qui mobilisait le plus de jeunesse défavorisée, la jeunesse populaire, une partie populaire et bobo chez Mélenchon, et une partie très intégrée chez Macron. Un peu moins chez Fillon, il faut reconnaître. Mais il y avait quand même la jeunesse du sens commun. Toutes les jeunesses sont là. Plus aucun clivage politique peut s'organiser selon un clivage générationnel. Alors on nous dit, oui, mais il y a quand même la fracture numérique, les digital natives, ceux qui sont nés dans les écrans et qui ne raisonnent pas pareil, ils ne sont pas comme nous, ils vont tout changer. Mais qui se pose cette question? Les vieux, ceux qui sont en poste. Cette histoire de génération Y est une gigantesque truanderie. Il n'y a pas de génération Y. Pour une raison, ça fait 30 ans qu'on nous bassine. Or, 30 ans, c'est une génération. Il n'y a pas de génération Y, ça s'appelle simplement les jeunes. Et je vous mets au défi de dire s'ils sont zappeurs, empathiques, sympas, capitalistes, anarchistes. Non, il y a plein de jeunesse. La génération Y n'existe pas. Et la fameuse génération Internet, il faut renverser le logiciel. Ce qui est véritablement surprenant, c'est que toutes les générations ensemble sont entrées dans le numérique. Toutes ensemble. Personnellement, je suis plus geek que mon fils aîné qui a 21 ans. Pas ma fille, qui est beaucoup plus que moi. Mais beaucoup plus geek que lui. Et il me le reproche. Papa, arrête de jouer avec ton ordinateur. Lui, il est très sérieux. Non, toutes les générations. Et le miracle, c'est que, eh bien, ma mère de 12 ans, eh bien, elle s'est mise à son compte Facebook et Twitter, parce qu'elle sait que c'est en lien. Donc c'est ça qu'il faudrait expliquer. Pourquoi des générations totalement hors numérique sont entrées dans le numérique? Pourquoi les générations sont entrées ensemble? Ne disons pas qu'il y a un autre mode de pensée qui émerge. C'est toute la société qui est entrée ensemble. Donc il n'y a pas de guerre de génération. Il n'y a pas de bataille. Et au contraire, non seulement il n'y a pas de guerre, mais tous les signes intergénérationnels sont au vert. En termes d'aide, l'aide financière, l'aide réticulaire, ce qu'on appelle l'aide de réseau, faire jouer ses réseaux. Alors maintenant, quand on est homme politique, il ne faut surtout pas faire ça, sinon ça va mal se passer. L'aide de réseau, l'aide quotidienne. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais les signaux sont plutôt au vert et plutôt étonnants. Parce que les solidarités intergénérationnelles, jadis, elles étaient fortes parce qu'elles étaient obligées. Il fallait aller voir à Noël la vieille tante qui sentait mauvais, même s'il était acariâtre et antipathique. Voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, on n'y va que si on l'aime bien, que si elle sent moins mauvais, le cas échéant, et que si on l'aime bien. C'est-à-dire, c'est sur l'affectivité que se jouent les choses. Donc, ce qui est surprenant, c'est pas tellement qu'il peut y avoir ici ou là de l'indifférence intergénérationnelle, c'est qu'il y en ait encore. C'est ça qui est surprenant, c'est ça qu'il faut expliquer. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans une société individualiste, il y a encore du lien. Voilà la charge de la preuve. Et il y en a beaucoup. Avec Serge Guérin, on a fait une enquête pendant 4 ans, Tour de France de l'intergénérationnel, pour essayer de valider cette thèse, de montrer effectivement que les choses se passaient bien, que l'intergénérationnel était dynamique en France. Et on a vu des choses extraordinaires. Tout ne marche pas bien. Il faut bien être clair. Et je voudrais insister sur ce point, qu'on a aussi appris des expériences
comme c'est souvent le cas, qui ne fonctionne pas. C'est vrai que on a tous l'idée, voilà, on prend une école maternelle et puis on met une maison de retraite à côté et puis ils partagent les repas. Catastrophe. Catastrophe. C'est pas du tout le même rythme. Les petits Suisses volent bas dans ce genre de situation. Ou alors, vous prenez une classe d'école primaire et puis là encore une maison de retraite et vous les emmenez visiter le Louvre. Catastrophe. L'intergénérationnel, ce n'est pas de la juxtaposition. C'est du lien, de la réciprocité. Une relation gagnant-gagnant où chacun a le sentiment d'apporter quelque chose à l'autre. Que les jeunes aient le sentiment d'apporter aux plus anciens une joie, un sentiment d'utilité, mais que les anciens aient aussi le sentiment d'apporter quelque chose aux jeunes. C'est ça l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, il faut, bien loin du schéma de la guerre, qui est un schéma toujours périlleux, parce que c'est un schéma qui oppose les gentils et les méchants, qui dit qu'il faut prendre aux vieux riches, par exemple, pour donner aux jeunes pauvres, ou l'inverse. Eh bien, ce schéma, on comprend qu'il existe dans une société qui est de plus en plus complexe. Une société complexe qui est difficilement lisible. Et face à la difficilité de cette société, on est tenté par des schémas simples. La théorie du complot, c'est du dopage intellectuel. On explique tout avec un complot franc-maçon, CIA, Mossad, etc. Tout s'explique. Ou la guerre, tout s'explique, les bons et les méchants. Notre société est en effet plus complexe. Donc voilà ce que je voulais dire simplement, pas de guerre des générations, pas de fin des âges. Il faut sortir de ces schémas, même si, encore une fois, ponctuellement, ils peuvent être efficaces. Alors quel scénario reste-t-il? Eh bien, troisième scénario, mais rassurez-vous, je ne vais pas l'évoquer ce soir, ça sera demain, teasing. C'est le scénario d'une crise intéressante et nuancée de l'âge adulte, qui est très importante pour penser aussi le grand âge. L'âge adulte, c'est réputé être l'âge pivot, l'âge arbitre, celui par rapport auquel tous les âges se structurent, ce qui explique le sentiment de fin des âges. On ne sait plus très bien ce qu'est un adulte, donc on a l'impression que l'échelle des âges s'est brouillée. Ou alors, c'est l'âge arbitre, c'est-à-dire l'âge qui organise les rapports intergénérationnels. D'où le sentiment, en effet, si cet âge est moins clair, que les relations intergénérationnelles deviennent plus complexes et plus conflictuelles. La thèse que je voudrais défendre demain, c'est que l'âge adulte reste le pivot de notre existence. C'est plus le même exactement que celui du passé, c'est un âge en reconfiguration. Donc votre travail pour ce soir, quand vous rentrez chez vous, devoir à la maison, juste après le gala, pour vous, c'est quoi être adulte? Vous avez toute la nuit. Je vous remercie.